Salut, c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. Vous le savez, les capsules d'Olen fait parler l'histoire et la philosophie pour éclairer l'actualité. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble cette nouvelle proposition de loi sur l'écriture inclusive. Ce mois-ci, on va parler de la laïcité. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. La laïcité est-elle une exception française ? Dans les idées reçues sur la laïcité, il y a celle d'y voir une exception française. Reprenons tranquillement et mettons les bons termes. Telle qu'elle s'exprime à travers la loi de 1905, la laïcité suppose une finalité, qui est la liberté de conscience, un principe, l'égalité non discriminatoire, et des moyens, la séparation du pouvoir politique et des autorités religieuses, ainsi que la neutralité arbitrale de la puissance publique. On est d'accord que ça concerne tous les États. Cette analyse permet de rompre avec un essentialisme qui ferait de la France le pays laïque par excellence. D'autant que la France a bien conservé le régime concordataire de l'Alsace-Lorraine, donc elle ne respecte même pas le principe de séparation sur tout son territoire. Le Royaume-Uni, par exemple, fonctionne sur deux régimes. Il y a la séparation pour le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, et la religion établie pour le reste du royaume. Précisons aussi que l'existence formelle de la séparation ne signifie pas forcément l'existence de liberté laïque. Par exemple, sous couvert de laïcité, la France a longtemps refusé le droit de vote aux femmes et a été en retard sur d'autres pays en matière de contraception ou de mariage de personnes de même sexe. Et il existe aussi des pays avec une union dogmatique entre l'État et le religieux, comme hier dans l'Espagne de Franco et aujourd'hui en Arabie Saoudite par exemple. Dans ce contexte, reconnaissons que l'idée de laïcité, telle que nous l'avons définie, peut être comprise partout. En vérité, c'est le philosophe Henri Peña-Ruiz qui, au début des années 2000, est à l'origine de cette vision d'une exception française à propos de la laïcité. Selon lui, la laïcité est un idéal d'émancipation à portée universelle, issu des Lumières françaises et dressé contre les traditions rétrogrades. Peut-être, mais si on replace l'histoire nationale dans une histoire globale et comparée, le régime politique français de laïcité apparaît plutôt comme une des modalités parmi d'autres d'un processus commun fondateur de la modernité européenne. Avant qu'apparaisse en France le concept de laïcité, à la fin du XIXe siècle, un sécularisme s'est progressivement affirmé en Europe. Le sécularisme désigne le type de relation entre État et religion dans le pays de tradition démocratique. La laïcité, qui est un mode de sécularisme, désigne le principe de séparation des églises et de l'État. Comparons donc cette histoire à une échelle plus globale. Les principes des révolutions anglaises, américaines et françaises ont substitué à l'idée de tolérance des minorités religieuses celle d'une liberté religieuse des sujets ou des citoyens, entamant un divorce entre État moderne et religion, plus ou moins brutal selon les contextes nationaux. En France, c'est vrai, les Lumières ont développé une idéologie de la raison, dirigée contre la religion en tant que foi et en tant qu'institution. La religion est devenue symbole d'irrationalité et de soumission. Au contraire, au Royaume-Uni, l'Enlightenment, l'équivalent des Lumières, n'a pas opposé la raison à la foi individuelle. Et l'Aufklärung allemand s'est quant à lui construit au XVIIIe siècle comme théologie laïque protestante, amendant les traditions et théories religieuses sans les rejeter. Au Royaume-Uni et en Allemagne, le processus de sécularisation
c'est donc plutôt traduit par un déclin progressif de la domination de la religion, sans conflit manifeste entre pouvoir spirituel et temporel. Alors qu'en France, le concept de laïcité a émergé pour briser le monopole de l'Église catholique sur l'État et l'école, dans un processus très conflictuel. La comparaison européenne fait donc apparaître que la laïcité n'est pas une exception française, mais il est vrai que la laïcité française a bien une particularité. C'est que l'expérience historique française n'a pas été celle d'un pluralisme religieux sur une longue durée. La France face au pluralisme. D'abord, parlons des mots. Si on regarde ce qui se fait ailleurs, concernant la gestion de la pluralité culturelle et cultuelle, il faut d'abord remarquer que nous n'avons pas les mêmes mots pour exprimer parfois les mêmes réalités. En France et en français, le mot communauté ou communautarisme est connoté négativement, alors que dans la langue anglaise et dans le contexte britannique, le mot community a une connotation positive et il résume le modèle mis en avant pour gérer la pluralité culturelle dans la société britannique. Du côté belge, le concept de neutralité rencontre ces mêmes enjeux, avec un sens qui se révèle particulièrement sensible au clivage politique. On voit apparaître de nouvelles expressions telles que neutralité inclusive, qui est défendue par une partie de la gauche, et neutralité exclusive, défendue par le centre droit. Pour la gauche, la neutralité renvoie à l'impartialité de l'État, qui ne doit ni favoriser le port de signes convictionnels, ni l'absence de ces signes. Il serait alors possible de porter une croix ou un foulard au travail, y compris dans le service public. C'est dans ce sens que la neutralité est dite inclusive. Alors que pour le centre droit, la neutralité renvoie à l'impartialité des individus qui représentent l'État dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit donc de n'afficher aucun signe d'appartenance philosophique ou religieuse pour ces individus. Concrètement, ça veut dire qu'un agent de l'État doit être neutre, y compris dans son apparence. C'est la neutralité dite exclusive. Mais les partisans de cette neutralité exclusive s'opposent à l'usage de ces expressions, car la survie du concept de neutralité dépendrait selon eux de son indivisibilité. Elle ne peut donc être ni inclusive ni exclusive. On voit donc naître dans les discours politiques des expressions comme neutralité totale ou neutralité tout court, qui renvoient directement les partisans d'une neutralité inclusive à une posture non neutre. Ce détour est important car les mots montrent bien que le langage n'est pas un système de termes au sens figé, mais plutôt un répertoire mouvant de mots au sens variable qui peuvent servir des causes multiples et dont la plasticité sémantique leur permet de s'adapter à une multitude de contextes. On est d'accord que la nomination et la néologie ne suffisent pas à faire exister une chose, mais elles sont des actes puissants, car elles constituent une tentative de faire exister une réalité pour l'autre. Nommer revient à dire « cette chose existe pour moi » et elle s'appelle ainsi. Au fond, le débat sur les mots est un débat sur un modèle de société. Mais plus fondamental encore, ce sont les spécificités des histoires politiques, institutionnelles et constitutionnelles de chaque pays qui permettent d'éclairer les divergences structurelles qui mènent aux incompréhensions. Par exemple, le Royaume-Uni et la France s'appuient sur des traditions juridiques et politiques bien distinctes. La France est une république une et indivisible, alors que le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire. Et cette monarchie parlementaire a progressivement intégré le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande, en englobant au sein de l'unité parlementaire britannique des nations différentes. Dès le début de leur incorporation, il a donc été permis à ces nations constitutives de maintenir des particularismes linguistiques, religieux et juridiques. On a donc, au sein de l'entité politique britannique, une pluralité nationale et parlementaire réelle, alors que la France s'est construite en gommant les diversités régionales, autour d'un mouvement centralisateur et unificateur.
De même, la relation entre l'État et la religion au Royaume-Uni n'est pas le fruit d'un fort antagonisme comme en France, où la loi de séparation des églises et de l'État a été votée en 1905 dans un climat de guerre civile. Au Royaume-Uni, elle était destinée à poser les bases d'une pacification entre l'État et l'Église catholique. Et d'un point de vue constitutionnel, la différence entre la France et le Royaume-Uni apporte un autre éclairage sur la différence de gestion des croyances et des faits religieux. Au Royaume-Uni, il n'y a pas une seule source de la Constitution, mais un ensemble de textes à valeur constitutionnelle. Et comme elle n'est pas le fruit d'un événement historique, comme c'est le cas en France avec la Révolution et la Constitution qui en découle, la Constitution britannique est plus évolutive et adaptative. Elle s'écrit au gré de l'histoire du pays et des défis auxquels il est confronté. Ainsi, au Royaume-Uni, le chef de l'État est aussi le chef de l'Église établie, mais la liberté religieuse, l'égale citoyenneté et la non-discrimination sont les principes d'un pluralisme religieux reconnu graduellement du Toleration Act en 1698 à l'Equality Act en 2010. Comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que le Royaume-Uni est un modèle ou qu'on devrait faire pareil. Ce que je veux montrer, c'est que notre fonctionnement politique et nos croyances collectives sont l'héritage d'un passé, d'une histoire, d'une construction. Mais effectivement, si le Royaume-Uni, l'Allemagne ou le Canada ont été confrontés depuis plus longtemps au pluralisme religieux, il peut être intéressant de regarder et comprendre ce qui se fait là-bas. En Allemagne, l'État national s'étant constitué au XIXe siècle à partir de principautés de religions différentes, le pluralisme religieux a été reconnu avant et après la période du Troisième Reich. La loi fondamentale de 1949 garantit, comme en France, les libertés religieuses et la neutralité de l'État, mais ce dernier pratique aussi une forme de reconnaissance légale des communautés religieuses. Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. À bientôt!